Auparavant, ils n'arrivaient pas à se comprendre. Mais aujourd'hui, ils partagent les mêmes souffrances. Alors que Eren sonne le glas de l'humanité, les êtres qui la composent n'ont pas perdu espoir. Ils s'unissent tous et ne parlent que d'une chose, leur regret. Regret d'une vie passée loin de leurs proches, d'une vie dont ils n'auront pas trouvé le sens. Nos personnages font maintenant l'apologie de l'empathie et de la compréhension de l'autre. Ils réalisent pleinement leurs erreurs ainsi que leurs péchés. Alors que l'apocalypse se déroule devant leurs yeux impuissants, Isayama nous dépeint ainsi l'élan de désespoir que secoue l'humanité entière avec émotion. Ce chapitre s'ouvre sur le bataillon d'exploration qui semble abattu et démoralisé. Dans cette atmosphère morose, Armin décide de prendre en main la situation et place sa confiance en Onion Capone qui promet de les amener jusqu'à la base. Cette scène n'est pas sans rappeler Angie dans le chapitre 104 qui avait prononcé exactement les mêmes paroles à Onion Capone. On comprend que Armin a endossé pleinement le rôle de 15e major du bataillon d'exploration. On peut également y voir un parallèle intéressant avec Bertholdt dans le chapitre 77. Isayama nous explique par ce parallèle qu'Armin agit comme ses prédécesseurs. Il agit même comme Erwin lorsque celui-ci préparait une tactique pour éliminer le titan de Rodrace. Armin, de façon similaire, se décide à élaborer une stratégie pour arrêter Eren. Malheureusement, tuer Eren ne s'avère pas être une tâche facile. La forme de son titan diffère de ce que l'Alliance a eu l'habitude de voir jusqu'à présent. En plus, Eren possède le titan marteau d'armes, et son point faible ne réside peut-être pas dans sa nuque, mais autre part. La solution la plus efficace serait qu'Armin utilise son titan colossal afin de créer une explosion comme il avait fait à Revelio. Quant à Levi, force est de constater que son désir de vengeance auprès de Sig subsiste. Cependant, l'Alliance ignore que Sig lui aussi souhaite stopper son demi-frère. Au final, rien ne garantit que tuer Sig arrêtera le grand terrassement, étant donné que Ymir a conféré ses pouvoirs à Eren et qu'elle semble s'être rangée de son côté. Sig n'a a priori plus d'aucune utilité pour Eren. Si Eren aurait réellement encore besoin de Sig pour poursuivre le grand terrassement, nous pensons que Sig se serait donné la mort lui-même, à moins qu'il soit dans l'impossibilité de le faire. En tout cas, Levi veut faire payer à Sig la mort de ses compagnons. On peut d'ailleurs observer que la phrase prononcée par Levi à propos de son envie de tuer Sig est utilisée dans la version japonaise avec une police d'écriture Mincho. La police d'écriture M6 Mincho est une police qu'utilise un auteur pour donner du sens à une phrase. Il s'agit d'une police qui est utilisée dans l'ensemble de l'industrie du manga. Dans l'attaque des titans, cette police indique lors d'une phrase prononcée par un personnage qu'elle ne va pas se produire ou sera démentie plus tard. Isayama a utilisé cette police à plusieurs reprises afin de laisser des indices sur la suite de son récit. Malheureusement, cette police n'apparaît que dans la version japonaise et n'est pas retranscrite lorsqu'elle est traduite en français ou en anglais. Ainsi, de nombreux japonais perçoivent des informations dont nous n'avons pas connaissance. La phrase que prononce Levi est écrite avec cette police. Cela signifie qu'il se peut que Levi n'accomplisse pas cet objectif qui est de tuer Sig. Ce qui est sûr, c'est que le dénouement correspondrait bien au style d'écriture d'Isayama, qui n'hésite pas à priver ses personnages de la satisfaction de pouvoir réaliser leurs souhaits. Dans un ultime face-à-face, l'Alliance est amenée dans le chemin par Eren. Le rapport à l'espace-temps dans cet endroit y est bel et bien différent. On le remarque avec Mikasa, Armin, Jean et Connie, qui dans leur course désespérée vers Eren se retrouvent quelques pages plus tard repositionnés au même endroit, comme s'ils avaient tourné en rond. Il est impressionnant de voir que Levi, malgré cette situation alarmante, conserve son sang-froid et reste assis. Nous tenions à indiquer que dans cette case, il semble qu'il ait retrouvé ses doigts. Il se peut qu'ils aient repoussé en touchant le sable lorsqu'il était assis dans le chemin, ou alors qu'il s'agit tout simplement d'une erreur d'Isayama. En tout cas, à travers les remarques de Levi, on comprend que Eren les espionne depuis un long moment. Il est capable de les entendre et de les voir, et cela peu importe où il se trouve. Eren, qui possède désormais les pleins pouvoirs du titan fondateur, se présente comme un être omnipotent, comme un dieu. Il observe les hommes depuis son monde et applique sa sentence sur eux. この世界を作り、この世の理りを司る全知全能にして唯一の存在へと弟はなったのだ。それを何と呼ぶかわかるか。神だ。我々はそれを神と呼ぶ。 Cependant, l'ironie du sort veut que ce pouvoir divin permettant de châtier les hommes soit tombé entre les mains d'enfants. Un petit garçon et une petite fille, dont on ne peut voir les yeux, et qui semblent presque possédés et dénués de toute volonté propre. La notion de liberté dans le manga a toujours été associée à Eren, tandis que la notion d'esclavage est associée à Ymir. Il est donc intéressant de noter qu'ils sont dépeints de la même manière alors qu'ils représentent tous les deux des notions et des valeurs contradictoires. Eren veut être libre, mais graphiquement, il semble dépourvu de tout libre arbitre. Isayama communique ainsi de façon imagée qu'Eren est si obsédé et aveuglé par la liberté qu'il en devient l'esclave de son propre désir. Les dernières paroles que Kenny a prononcées avant de mourir font écho. 俺が見てきたやつらみんなそうだった。酒だったり女だったり神様だったりもする。一族、王様、夢、
子供、力。みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。Eren n'est définitivement plus le même. Cela est appuyé par Mikasa, qui dans ce moment tragique se remémore le visage du petit garçon qu'elle affectionnait tant. Le contraste avec le Eren auquel elle fait face est frappant. Aussi bien Mikasa que le reste de l'Alliance se rendent compte que le Eren qu'ils ont connu n'est plus. Ils auront beau discuter ou le supplier d'arrêter, Eren restera sur ses positions et continuera d'aller de l'avant, jusqu'à atteindre son objectif. Eren se comporte réellement comme un enfant, mais dans le sens où sa vision de la liberté est égoïste et infantile. Il souhaite être libre, au détriment de la liberté du plus grand nombre. Cependant, bien que Eren soit prêt à arracher la liberté des autres afin de privilégier la sienne, il tient à faire preuve d'équité. Il laisse la liberté à ses amis afin qu'ils puissent défendre la liberté du monde. Eren manifeste une vision primitive et naturelle de la liberté qui peut se résumer par la loi du plus fort. Il s'agit d'une guerre idéologique entre les deux camps où seuls les plus forts seront capables d'imposer leurs convictions et de gagner leur liberté. Eren préfère donc mourir libre plutôt que de vivre asservi. Tandis que le monde sombre dans le chaos et que toute perspective d'espoir semblait perdue, une révélation majeure dans le domaine de la chimie titanique pourrait débloquer la situation. Falco a avalé du liquide cérébrospinal venant de Sig. C'est pour cette raison que son titan partage des caractéristiques semblables au titan bestial et ressemble à un oiseau. Le fait qu'un titan primordial puisse s'approprier les caractéristiques physiques et les pouvoirs d'un autre titan en avalant son liquide cérébrospinal est une information extrêmement importante. Et si le titan assaillant de Grisha ou le titan mâchoire de Porco et Marcel étaient également des titans hybrides créés à partir de liquide cérébrospinal du titan bestial. Ça pourrait expliquer tellement de choses. Par exemple, l'apparence du titan assaillant de Grisha, qui diffère de Eren Yeager et Kruger de par son apparence poilue. Ou encore le titan mâchoire de Porco et Marcel, qui ressemble à un titan lion qui est complètement différent de celui de Ymir. On comprend aussi mieux la raison pour laquelle le titan déviant de Rodrace, dans la saison 3, possédait des attributs propres au titan colossal, tels que sa grande taille et son corps brûlant. Le sérum qu'a avalé Rodrace contenait peut-être du liquide cérébrospinal du titan colossal. De la même façon, les titans colossaux qui résidaient à l'intérieur des murs pourraient avoir été créés à partir de liquide du titan colossal. On apprend aussi que le titan féminin, en absorbant un morceau d'un autre titan, serait capable d'assimiler ses aptitudes. Annie précise qu'elle a dû avaler toutes sortes de choses, ce qui peut amener à penser qu'elle a bu différents types de liquide cérébrospinal. Isayama est resté assez vague, tout en ouvrant plusieurs pistes. Au final, il est difficile de savoir d'où vient son pouvoir de cristallisation ou sa capacité de crier afin d'attirer les titans. Ce qui est sûr, c'est que ce pouvoir de cristallisation n'a rien de spécial. Dans le manga, nous avons déjà pu voir Annie, Reiner, Eren, Sig ou la sœur de Willy Tabor l'utiliser. Nous savons que pour obtenir cette capacité, il suffit de boire du sérum intitulé Armure, comme l'a fait Eren dans la saison 3 afin d'obtenir le pouvoir de cristallisation. Nous pensons qu'il est encore trop tôt pour s'avancer et affirmer de quel titan primordial provient ce sérum. Dans le manga, sur le sérum qu'a avalé Eren, il était étiqueté Armure Brown. Cela pourrait conduire à penser qu'il provient du titan cuirassé de Reiner. Mais dans l'anime, la partie du sérum où était écrit Brown a été retirée. Selon nous, il est plus logique que ce sérum provienne du liquide cérébrospinal du titan marteau d'armes, étant donné de ses capacités de solidification avancées. Sans oublier qu'Annie a quelques parallèles avec Mademoiselle Tiber en ce qui concerne la cristallisation. De plus, cela ouvrirait des pistes vraiment intéressantes concernant la famille Tiber. À propos de Falco, nous ne parlerons pas du fait qu'il possède potentiellement un titan ailé, car cela fera l'objet d'une autre vidéo plus détaillée. En tout cas, nous avions envisagé cette possibilité dans la review du chapitre 132. Mais il faut savoir que la phrase que prononce Falco lorsqu'il explique qu'il a l'impression qu'il serait peut-être capable de voler apparaît dans la version japonaise en police d'écriture Mincho. Comme nous vous l'avions expliqué plus tôt dans la vidéo, cela pourrait donc suggérer que Falco n'arrivera pas à voler. Nous ne disons pas que Falco ne possède pas de titan volant, mais il est possible par exemple qu'il ne puisse pas voler car il ne maîtrise pas totalement son titan. Dans ce contexte, la transition avec Annie est intéressante. Annie pourrait récupérer le don du titan volant de Falco. Un détail mineur qui a attiré notre attention va dans ce sens. Annie parlait avec Kiyomi de poissons et de volailles. Cette petite discussion nous a semblé très hasardeuse. Mais il se peut qu'Annie, parlant de manger des oiseaux, soit un foreshadowing. Isayama insinuerait peut-être par là qu'elle va absorber une partie du titan de Falco afin de voler, permettant ainsi à Annie, une dernière fois, de profiter des ailes de la liberté. Ils ont été des martyrs, des traîtres, des agresseurs, et aujourd'hui ce sont des pécheurs. Nos personnages sont passés par différents états de la condition humaine. Tourmentés par les fautes qu'ils ont commises, ils cherchent à se repentir en accomplissant la cause la plus noble qu'ils soient, sauver l'humanité. Seulement leurs péchés sont si graves qu'il est déjà trop tard pour espérer le salut de leur âme. Eren et Ymir représentent dans ce chapitre l'incarnation même des pécheurs. Tous deux sont en train de commettre le plus gros péché jamais réalisé, le massacre de masse d'une grande partie de l'humanité.
On peut voir en Eren et Ymir un symbole de Adam et Ève, aussi bien dans la forme que dans le fond. Ymir étant d'ailleurs souvent représenté avec un démon lui offrant une pomme, c'est-à-dire le péché originel. Eren apparaît alors comme étant ce démon, qui de par ses actions engendre la souffrance et la mort des hommes sur Terre. Comme l'explique Reiner, Eren doit profondément souffrir. Personne n'est prêt psychologiquement à perpétrer un crime si monstrueux. Eren est en train de s'infliger une blessure si douloureuse que n'importe quel remède ne saurait le soigner. Les pêcheurs, ce sont aussi les membres du bataillon d'exploration et les guerriers de Mar. C'est dans un dialogue authentique et sincère que Jean, Connie et Reiner se remémorent des atrocités qu'ils ont commises. Le poids de leur péché est tellement grave et lourd de conséquences que même l'action la plus héroïque ne leur permettrait pas de connaître la rédemption. Leur perspective change. Au final, Eren et Jean ont raison. Ils sont tous pareils. C'est seulement en traversant les mêmes malheurs qu'ils ont pu faire preuve d'empathie. De la même façon, du côté de la mer, Annie et Kiyomi regrettent leur choix passé et souhaitent expier leurs péchés. Kiyomi se lamente profondément de tous ses choix, qui n'étaient que mercantiles, tout en n'ayant aucune considération pour l'humanité ainsi que la dignité humaine. Elle se rend compte que rien n'est plus merveilleux que l'altruisme. Les paroles de Kiyomi résonnent chez Annie qui réalise et se souvient à quel point les valeurs telles que la famille, l'amitié et l'amour sont importantes. Annie, que l'on pouvait définir au début du manga comme une personne froide et peu émotionnelle, se développe et devient de plus en plus humaniste. Face à ses remords, le destin semble lui faire grâce. Alors qu'elle pensait que ce qui est perdu ne peut revenir, la roue tourne. Son père qu'elle croyait mort est toujours vivant et mène la révolte. À ses côtés, les parents des Guerremar, regrettant de ne pas avoir passé plus de temps avec leurs enfants. Ils sont dépeints comme des pécheurs, rongés par la culpabilité. Donc voilà les frères, nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Nous le rappelons encore une fois, il ne s'agit que de notre interprétation et de notre point de vue concernant ce chapitre. Donc on vous invite à challenger ces informations afin de vous faire votre propre avis. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous vous invitons également à acheter le chapitre en format numérique si ce n'est déjà fait, ou alors à acheter le tome disponible en France afin de soutenir l'auteur dans son travail. Pour ceux qui souhaiteraient analyser, théoriser ou tout simplement discuter avec nous, cliquez sur la description pour y retrouver notre Discord. D'ici là, nous vous disons bonne journée et on se dit à la prochaine. Sayonara.